Vous êtes dans l'Africa Newsroom, merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette émission, outre la Corée du Nord et le Venezuela, le Tchad figure désormais dans la liste des persona non grata sur le sol américain. Une décision de l'administration américaine fustigée par les autorités du Tchad. Elle sera valable dans toute la zone CEDEAO. La carte d'identité biométrique est attendue courant 2018 au Mali. La confection sera notamment assurée par une compagnie locale. Dans la deuxième partie de cette émission, le groupe émirati DP World qui apporte son soutien au Sénégal pour le futur port minéralier de Bargny, un soutien à hauteur de 30 millions de dollars. Et dans la dernière partie de cette émission, la grande faune de la Centrafrique victime du conflit. De nombreuses espèces protégées sont actuellement en danger. Et pour débattre de cette actualité, pour la décortiquer sur ce plateau, Louis Koumayou, journaliste, bienvenue. Merci, bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Sur ce plateau également, Malika Cher, notre éditorialiste. Bonsoir Zahra, merci de nous accueillir et bonsoir à tout le monde. Commençons par l'actualité politique. Une décision arbitraire, une erreur, c'est en ces termes que les autorités tchadiennes qualifient le décret anti-immigration du président américain Donald Trump, qui prend effet à compter du 18 octobre, un décret qui continue de susciter l'incompréhension. Écoutez Madeleine Alanga, ministre tchadienne de la Communication, elle revient sur ce décret de l'administration américaine. Le gouvernement de la République du Tchad a appris avec étonnement la décision du gouvernement américain d'inscrire le Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain. Tout en prenant acte de cette décision, le gouvernement tchadien exprime son incompréhension face aux motifs officiels sous-tendant cette décision. Motifs qui contrastent avec les efforts et les engagements constants du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au niveau régional et mondial. Aussi, le gouvernement tchadien en appelle-t-il à une meilleure appréciation de la situation et invite le président Donald Trump à reconsidérer cette décision qui porte gravement atteinte à l'image du Tchad et aux bonnes relations entretenues entre les deux pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le Tchad reste ouvert à toute discussion susceptible de renforcer sa collaboration avec les États-Unis d'Amérique sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Toutefois, le gouvernement ne souhaiterait pas être amené à user du principe de réciprocité dont l'application serait préjudiciable aux intérêts des deux pays. Luc Mayou, pour Washington, le Tchad paierait son manque de collaboration en matière de sécurité, mais pourtant le Tchad fait partie du programme américain partenariat transaérien sur la lutte contre le terrorisme. Le Tchad qui abrite également le poste de commandement pour la mission française Barkhane, fer de lance, comme on le sait, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le Tchad qui accueille également une base américaine, une base militaire américaine. Alors quelle crédibilité, quelle logique à cette politique de discrimination de la part de l'administration américaine? La logique d'un homme, la logique de Donald Trump, qui est aujourd'hui président des États-Unis et fort du mandat que lui ont confié les Américains, les grands électeurs américains, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au suffrage populaire, Donald Trump n'a pas remporté les élections et c'est grâce au mécanisme des grands électeurs qu'il est devenu président des États-Unis. Donc c'est la volonté d'un homme et cette volonté est tellement difficile à interpréter qu'aujourd'hui il est difficile de donner une explication tangible à ce qu'il a fait. Le Soudan était dans la liste, il a été retiré au dernier moment. S'il est question d'empêcher les pays émetteurs de terroristes d'entrer sur le territoire américain, on les fiche. C'est des techniques qui sont pratiquées depuis très longtemps. Il y a des fiches qui sont établies sur les personnes et quand vous arrivez à la frontière, on vous interdit d'entrer. Ça ne peut pas concerner l'ensemble d'une population. Ce sont des mesures qui sont normalement des mesures ciblées. Sinon, on se retrouverait aujourd'hui à dire que les Français sont interdits d'entrer aux États-Unis parce qu'il y en a quelques-uns qui sont à Guantanamo pour des raisons de terrorisme. Donc je pense que c'est la décision d'un homme et que de toute façon aux États-Unis, il faut faire la part des choses entre la décision que prend
le président à la Maison-Blanche et les décisions que prennent les militaires au niveau du Pentagone. Donc c'est une décision qu'a prise Donald Trump. Laissons le temps au temps. Peut-être qu'il reviendra sur sa décision. Peut-être que cette décision sera révoquée ultérieurement. Mais pour l'instant, il faut juste constater qu'il est dans ses incohérences et que c'est la seule logique à laquelle il obéit aujourd'hui. Alors, en attendant, quelle est la portée de cette mesure? Est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de perdre un allié de taille en matière de lutte contre le terrorisme en ce qui concerne la partie centrale du continent? Si ça s'inscrit dans le temps, oui, je le pense. C'est une raison injustifiable d'avoir pris cette décision, justement, d'interdire aux ressortissants tchadiens d'entrer aux États-Unis. Comme ça a été dit ici, le Tchad est un acteur incontournable dans la lutte contre le terrorisme, notamment dans la bande sahélienne. Et aussi en Afrique centrale, parce que ce pays est un peu en transition de deux régions qui sont assez instables sur le plan sécuritaire. Alors on peut, au-delà des critiques que l'on peut faire sur la politique interne au Tchad, sur la politique externe, c'est un pays qui est impliqué, et vous l'avez rappelé, dans la lutte contre le terrorisme. Donc une décision qui est difficilement justifiable, et puis je pense que ça a aussi rapport avec l'homme qui prend des décisions comme ça, brusques, sans avertir déjà le Tchad et qui, je dirais, se tire une balle dans le pied parce que effectivement le Tchad est un allié certain contre le terrorisme. C'est un acteur de premier plan dans la lutte contre... C'est un acteur de premier plan et puis je pense que c'est dans l'intérêt des États-Unis justement que d'aider davantage ce pays à lutter contre le terrorisme. Alors moi je suis, vous savez, c'est la question qui parfois fâche, mais je suis pour la réciprocité, rien que de manière symbolique. Je pense que le Tchad devrait appliquer cette mesure de réciprocité parce que ce n'est pas logique d'État à État dans un sentiment d'égalité qu'on puisse infliger à un pays une telle décision. Alors justement, j'allais poser cette question au regard de l'indignation que cette mesure provoque au sein du gouvernement tchadien, mais aussi dans l'opinion publique. Est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures de rétorsion de la part du Tchad? Ce n'est pas qu'au niveau du Tchad seulement que cela pose problème, parce que l'Union africaine a émis un communiqué également pour exprimer son étonnement par rapport à cette décision unilatérale qui a été prise par les États-Unis. Et de l'autre côté, il faut aussi dire que, quoi qu'il advienne, nous sommes dans des relations d'État à État et que cette décision finira par être discutée au niveau du Sénat, qui est quand même le gardien de la politique étrangère des États-Unis. Pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. Et je pense que si cette décision arrivait à être discutée au niveau du Sénat américain, il y a de fortes chances qu'elle soit retoquée. Et puis de l'autre côté, la dernière chose que je voudrais relever concernant cela, c'est que les Américains, tout en condamnant le Tchad, félicitent l'action du gouvernement tchadien dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est aussi le paradoxe. C'est tout ça le paradoxe de cette décision. Alors, tous les pays sont, tout à l'heure vous avez évoqué l'homme qui est aujourd'hui Donald Trump, tous les pays sont concernés par le fléau du terrorisme. Et pourquoi épargner certains pays? On pense par exemple au Pakistan, à l'Irak, et puis ne pas défavoriser d'autres pays. Non, mais c'est le principe de la double peine. Mais ça, les pays africains ils sont déjà habitués. Souvenez-vous, quand il y a eu des attentats dans certains pays, les administrations à la fois françaises et américaines ont décidé que ces zones-là étaient interdites de voyage pour leurs ressortissants parce qu'ils allaient se mettre en difficulté et que ce n'était pas bien de se mettre en difficulté dans des pays pauvres. Mais moi, je me souviens quand il y a eu les attentats à New York où les tours jumelles ont été détruites, tout le monde se sentit américain d'un seul coup. Pareil, ici en France, tout le monde était Charlie. Mais quand cela concerne les pays africains, on veut que ce principe de la double peine s'applique. Et c'est peut-être aussi dû au fait que nos pays ne sont pas encore suffisamment solides. Ils sont encore dans une fragilité qui permette que ce type d'aventure, de décision prise à la volée, puisse s'appliquer à eux. S'il y avait une vraie puissance en face qui faisait que, soit par le principe de réciprocité, il y ait une mesure forte qui soit prise en retour, ou que par solidarité, les pays africains disent, étant donné que vous en condamnez un parmi nous, nous décidons collectivement de ne plus recevoir vos ressortissants.
les pays réfléchiraient par 2 fois avant de prendre ce type de décision. Or, nous ne sommes pas du tout dans cette configuration. Et donc, il faut faire avec. Et je me rappelle surtout ces images qu'on a regardées la dernière fois de Donald Trump accueillant des présidents africains comme s'il était en train de féliciter les meilleurs élèves de la classe pour dire, voilà, ceux-là, je les reçois, les autres, je ne les reçois pas. Il y en a un seul qui a fait un commentaire que j'ai trouvé, pour ma part, très sérieux. Il a dit, et il s'agit du président rwandais, si Donald Trump veut me rencontrer, on aura une rencontre en tête-à-tête et on discutera de sujets d'ordre bilatéral. On n'est pas dans une cour de récréation, je ne suis pas face à un maître, je ne suis pas son élève. Et je trouve que ça, c'est l'attitude que davantage nous devrions retrouver à la fois au sein des pays et surtout au sein de l'Union africaine, qui doit s'affirmer comme l'organisation forteresse qui protège les États et les ressortissants africains. Malik? Oui, je partage tout à fait cet avis. Et puis, c'est vrai que c'est malheureux d'avoir assisté à cette scène, effectivement, où le président Trump a reçu plusieurs présidents africains en félicitant les bons élèves, comme ça a été dit très justement ici. On n'imagine pas un jour un président africain accueillir les pays de l'ALENA. Donc, je pense que c'est un peu choquant ce genre de meeting, entre guillemets, et cela montre cette volonté des États-Unis d'utiliser cette superpuissance à ses fins et ne jamais penser à l'intérêt général. Alors, les États-Unis sont aussi, je dirais, à la cause principale d'une certaine forme de terrorisme. Ils ont mené des actions unilatéralement dans certaines régions du monde qui ont bouleversé certaines régions et qui ont provoqué ce terrorisme-là aussi, donc il faut le dire. Donc je m'abstiendrai de tout commentaire, encore une fois, sur une décision qui n'a même pas à être commentée ou justifiée parce qu'elle est, je dirais, même irréelle. Irréelle. Alors, d'ores et déjà, on l'a évoqué tout à l'heure, le gouvernement du Tchad a demandé à l'administration américaine de reconsidérer son choix. Est-ce que, si jamais cette reconsidération n'a pas lieu, cela signifierait la fin des relations entre le Tchad et les États-Unis? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Bien malin qui pourrait le dire aujourd'hui. Je pense que, par principe, les Tchadiens devraient appliquer la réciprocité parce que c'est un outil qui existe dans la boîte à outils de la diplomatie pour pouvoir réagir devant des situations de ce type-là. À leur place, c'est ce que je ferais. Maintenant, je ne suis pas à la place des autorités tchadiennes. C'est elles qui apprécieront la mesure, la gravité de la décision qu'ils devront prendre pour répondre de façon adéquate à cette situation devant laquelle ils se trouvent et leurs compatriotes avec eux. Est-ce que, voilà, on a vu tout à l'heure la ministre de la Communication qui parle donc de décisions arbitraires. Est-ce que, voilà, c'est une parole qui est à la mesure de la gravité de cette décision? Elle a pris, la ministre de la Communication a pris toute la mesure de la situation. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que la plupart du temps, on ne parle pas d'un groupe homogène. Quand on dit les Tchadiens, c'est comme si c'était un bloc monolithique dans lequel tout est égal, tout se vaut. Rappelez-vous la mesure qui a été prise pour interdire à certains ressortissants d'entrer aux États-Unis, qui a fait que les grands groupes comme Facebook, Google et autres ont décidé d'enfreindre la loi, de dénoncer la loi, parce que cela les privait d'un certain nombre de talents. Et on arrivera à cette situation-là avec le Tchad également. Vous devez retrouver des ressortissants tchadiens dans certaines administrations aux États-Unis, qu'il s'agisse d'entreprises ou de l'administration publique. Et donc, s'ils y sont, pour quelles raisons on devrait les pénaliser comme ça par le fait du prince qui décide un matin qu'il ne veut plus recevoir de Tchadiens sur son territoire? C'est absurde, c'est ubuesque. Et donc je pense que ça sera attaqué et ça devrait être attaqué à la fois par l'administration tchadienne et par l'Union africaine. Malik? Oui, effectivement, je pense que la personnalité, la représentante tchadienne a été très juste dans ses propos. Maintenant, je pense qu'il faut aussi avoir cette solidarité africaine parce qu'on est face, le Tchad, à un grand pays certes, mais petit par rapport aux États-Unis. Alors je pense que l'Union africaine devrait de consort avoir cette solidarité avec le Tchad. Elle l'a déjà, mais il faudrait, je dirais, l'assister davantage puisqu'elle perd là un allié parce qu'il faut le dire, c'est une perte d'un allié. C'est une décision unilatérale qui risque justement de bouleverser la donne. Alors vous savez, il ne faut pas que ça donne l'envie de d'autres puissances
puissances de prendre le dessus. Par exemple, la France qui pourrait voir les États-Unis partir et reprendre le dessus en essayant d'étendre son aire d'influence. Au contraire, c'est aux Africains justement de reprendre la main et avec le Tchad en consort de lutter efficacement contre le terrorisme et avoir les aides financières, les aides matérielles nécessaires pour y parvenir. Et puis, dernière chose que je voulais signaler, mais je ne vous prendrai pas trop de temps, le président de l'Union africaine aujourd'hui est tchadien. Est-ce que cela signifie qu'il n'aura plus le droit d'aller aux Nations Unies ou d'entrer aux États-Unis pour négocier avec l'administration américaine? On est quand même devant une situation qui est très complexe. Monsieur Faki est tchadien aussi, oui. Le commissaire, oui, effectivement, voilà. oui. Donc, il faudrait prendre tous ces éléments en considération pour imaginer que ce n'est pas que le seul Tchad isolé qui est concerné, c'est toute l'Union africaine. S'il y a une décision à prendre aux Nations Unies ou au niveau de l'administration du Sénat, de la présidence des États-Unis, l'Union africaine ne pourra pas être représentée par son président. Et c'est une situation qui est très grave. Absolument. Le Mali avance dans sa volonté d'instituer des cartes d'identité biométriques. La confection devrait prochainement démarrer. Des futures cartes qui vont remplacer des millions d'autres dès 2018. Et c'est un reportage signé Mokhtar Bari. Pour lutter contre l'insécurité transfrontalière et le flux migratoire, les chefs d'État de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont mis en place la carte biométrique lors du 47e sommet ordinaire à Accra en mai 2015. Après le Sénégal, le Mali vient de lancer le processus pour le passage à la biométrie. Selon les autorités de la CEDEAO, cette carte permettra un contrôle du flux migratoire, mais surtout une base de données pour la lutte contre le terrorisme. Cette carte, lorsqu'elle sera mise en œuvre, nous avons pris des dispositions pour créer, avec l'Interpol, un système de contrôle à partir de ce qu'on appelle le WAPIS, West African, pour le contrôle de la libre circulation, pour pouvoir suivre d'éventuels terroristes, pour que le service de renseignement puisse mener cette lutte-là. Il s'agit de tout faire pour assurer la sécurité des personnes. La société malienne Cissé Technologies, spécialisée en imagerie médicale, a été retenue pour la confection des cartes d'identité biométriques. La particularité de ces documents d'identité, c'est le couplage avec l'assurance maladie. Le détenteur pourra, s'il le souhaite, combiner son assurance maladie à sa carte d'identité pour bénéficier des soins selon les spécialistes. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et le ministère de l'Action sociale, ils ont souhaité mettre en option le couplage avec l'assurance maladie. Donc c'est une option qui sera activable ou désactivable. Mais les personnes qui sont affiliées à l'assurance maladie, au lieu de détenir 2 cartes biométriques, elles vont avoir une seule carte qui sera activée pour qu'ils puissent avoir accès aux soins de santé au travers de l'assurance maladie. En rappel, selon les autorités maliennes, 1 million de cartes devront être livrées d'ici 2018. Malik, cette carte devrait entre autres permettre aux États d'avoir un fichier centralisé des habitants de la sous-région. Est-ce que, outre le fait de faciliter la libre circulation des biens et des personnes, ces cartes devraient permettre aussi, et ce dans un contexte de lutte contre le terrorisme, d'avoir un peu plus de moyens au niveau du renseignement? Oui, c'est une bonne nouvelle que cette carte biométrique soit à l'œuvre et soit mise en place au Mali. Et puis, c'est vrai qu'il faut du temps, parce que le Sénégal a commencé, le Mali, mais les autres États de la CEDEAO n'ont pas encore entamé cette procédure-là. J'espère qu'elle va être entamée rapidement. Ça permettra effectivement de ne pas ficher dans le sens mauvais du terme, mais dans le sens de regrouper les informations de chaque individu et permettre de voir aussi leur mouvement dans le but d'assurer la sécurité, parce que nous sommes dans une dans une région africaine qui est très instable aussi et qui est menacée par le terrorisme. Nous avons vu dernièrement les actions qui se sont déroulées au Mali et au Burkina Faso. Donc c'est légitime de mettre en place cette procédure de modernisation de l'administration et permettre aussi à ces administrations africaines, de ces pays africains, d'agir en consort, c'est-à-dire que chaque administration soit reliée pour permettre que ça soit beaucoup plus efficient dans justement les migrations interafricaines, de régler un peu tout ça, ce qui n'a pas été souvent le cas. Vous savez que nous avons des frontières qui sont
poreuse et l'objectif premier serait aussi d'assurer une bonne sécurité aux frontières et de renforcer les moyens aussi des contrôles aux frontières. Même si on met en place cette carte d'identité biométrique, c'est une bonne chose sur le plan administratif, sur le plan de la bureaucratie, sur le plan de la sécurité, mais sur le plan de la sécurité, il faut aussi que les États africains renforcent leur contrôle aux frontières parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas forcément le cas et que les migrations clandestines interafricaines existent aussi et que beaucoup se rendent dans d'autres pays africains sans devoir passer par la douane ou par des postes frontaliers. Louis Kemayu. Je trouve que le bon élève de l'intégration en Afrique francophone continue de me séduire, de me surprendre agréablement, parce que c'est quand même l'une des zones. Quand je dis Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. L'Afrique centrale est très en retard en termes d'intégration. L'Afrique de l'Ouest a fait des pas de géant, et là, elle est en train de consolider ces pas de géant. Et au-delà de la dimension policière, qui est utile pour les policiers, il y a surtout la dimension confort pour les populations, parce que savoir qu'on peut se déplacer avec un seul document qui vous permet de vous identifier déjà, et puis surtout de vous proposer des services comme celui de la santé, comme nous le rappelait l'un des intervenants tout à l'heure, c'est très important. C'est très important parce que, in fine, au-delà de la dimension réaction par rapport au phénomène du terrorisme qui dérange tout le monde, il faut arriver à faire en sorte que l'on se sente à l'aise en tant que citoyen de par le fait que certains services comme ceux-là sont proposés par le pays. Et je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin encore et faire que ce ne soit pas seulement en bout de chaîne, quand on est devenu adulte, qu'on puisse bénéficier de la biométrie. Il faudrait que l'enregistrement des naissances également puisse bénéficier de cela. Ça fait que l'état civil sera tenu de façon plus rigoureuse et cela fera du bien à tout le monde, y compris quand vous organisez des élections. Alors, justement, j'allais y venir en matière de vote, avec notamment cette problématique de la gestion des fichiers, du fichier électoral. Quels sont les autres avantages que pourra offrir ce système de carte biométrique? Cela permettra un peu comme... Bon, on va prendre un exemple, puisqu'il faut bien situer dans le temps. En France, par exemple, on n'a pas besoin de passer devant votre maison pour vous demander si vous vous appelez bien telle personne, si vous vivez là, si vous ne vivez pas là. Parce qu'il y a un fichier centralisé qui permet d'identifier chacun et de savoir ce que votre vie devient. Il y a la carte vitale et autres qui permettent de vous identifier régulièrement. Quand il y a les élections, on refait le fichier électoral sans avoir des querelles de clocher, parce qu'on ne sait pas si des personnes décédées y sont ou pas. Donc ce renouvellement-là servira à ça également. On n'est pas que dans une démarche défensive, on est également dans une démarche de progrès qui est celle de dire on améliore le quotidien des gens, on améliore simplement le fonctionnement de l'État en lui-même, en le simplifiant de la façon la plus sophistiquée qui soit, mais en simplifiant. Voilà. La technologie peut se mettre au service et de l'État et de l'homme. Malik, le Sénégal est entré dans le système, ça fait déjà un an, c'est en 2016. Un an après, quel bilan justement? Déjà, les premiers avis de la population, c'est moins de charges sur le plan administratif. C'est-à-dire qu'on a une population qui a des démarches administratives allégées, ce qui n'était pas forcément le cas au début au Sénégal et dans d'autres pays africains. Mais au Sénégal, effectivement, le citoyen, même s'il y a toujours quelques couacs autour de la carte biométrique, parce que c'est assez rapide quand même. Au Sénégal, c'est 15 jours pour avoir une carte biométrique. Parfois, ça avait un petit peu tardé, la distribution était un petit peu dénoncée pendant les élections. C'est pour ça que je vous dis quelques couacs. Mais espérons que ces 15 jours qui ont été respectés pour certains citoyens sénégalais soient tenus, une période qui soit tenue et respectée par les autorités sénégalaises. Ça permet justement à cette administration de mieux fonctionner. Et ça a été dit, toutes les informations sont regroupées au sein de cette carte biométrique. Donc ça permet un allègement des procédures et un désengorgement des institutions, donc les mairies et les préfectures qui peuvent travailler de façon plus efficiente et de façon plus productive. Et on parlait de la bureaucratie, sur le plan économique, ça aura un impact certain, c'est-à-dire que même pour un investisseur ou sénégalais qui veut justement entreprendre, investir dans son propre pays, les démarches seront, je dirais, plus faciles avec cette carte biométrique. Il n'aura plus à fournir autant de documents qu'il devait en fournir auparavant.
Louis Comailly. Et puis les risques de fraude vont être limités également. Oui. Vous ne pouvez plus faire de fausses cartes d'identité, par exemple, à votre guise, parce que là, ça va être contrôlé, centralisé. Plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué, et tant mieux d'ailleurs. Oui. Alors, les autorités maliennes prévoient de distribuer ces cartes à partir de 2018. Est-ce que les autorités vont pouvoir respecter cette échéance quand on sait que la confection n'a pas encore démarré, Malik? C'est très délicat parce que je ne sais pas pour le cas du Mali si le partenaire qui va fabriquer les cartes a été désigné. Il me semble que non, je n'ai pas eu ce Il a été C'est une désigné. entreprise C'est une entreprise nationale. Tout à fait. Le temps de Si mettre c'est en place cela, le temps de production, il faut voir. Après, est-ce que le contexte sécuritaire du Nord Mali pourra peut-être pénaliser aussi cette procédure de distribution des cartes, il ne faut pas se leurrer. Il faudra aussi penser à cette catégorie de la population qui est nomade. Parce que nous sommes dans des sociétés qui ne sont pas forcément sédentaires. Il y a des personnes qui sont nomades au Mali, notamment les Touaregs qui se déplacent beaucoup. Donc c'est vrai que ça prendra peut-être un peu plus de temps. C'est bien beau d'avoir un objectif pour 2018, mais je pense que dans des pays industrialisés, dits développés, on a mis un peu plus de temps. Ça a été engagé très tôt aussi. C'est pour cela, malheureusement, nos pays africains n'ont pas engagé cela plus tôt. Ils auraient pu le faire pour, je parle par exemple pour les passeports biométriques. Les passeports biométriques en Afrique, ça a été mis vraiment rapidement parce qu'il y avait cette contrainte justement de novembre 2016 où tout le monde devait avoir un passeport biométrique alors que certains pays africains n'avaient pas procédé au lancement du passeport biométrique, ce qui avait un peu affolé une certaine partie de la population. Donc c'est vrai que 2018, pourquoi pas. Je ne veux pas être médisant. Je veux pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, je pense pas. Vous avez parlé des nomades. Exactement, de cette catégorie de la population. Mais ce qui compte, c'est que ce soit fait. Bien sûr. Il faut commencer. C'est le premier pas qui est important. Parce que si l'on se prépare pour le faire au bon moment où on sera certain de tout bien faire et de ne pas avoir de couac, on risque d'attendre en 2050. Ça ressemblerait un peu à cette promesse santé pour tous en l'an 2000 qu'on avait balancée dans les années 70 en pensant que l'an 2000, ce serait le siècle, peut-être dans 3 siècles. Ça arrive très vite. Donc l'idée, c'est de commencer, de le faire sérieusement et on saura gré s'il y a des couacs, si ça prend un peu plus de temps. Le plus important, c'est de lancer la machine et une fois qu'elle est lancée, on contrôlera, on fera au mieux pour que tout se passe convenablement pour tout le monde. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.